Donc, bienvenue à tous. On va commencer avec notre second webinaire qui fait suite à l'événement régional de lancement de la programmation Horizon Europe qui avait eu lieu le 5 février dernier, puis au webinaire qu'on avait déjà, qu'on a organisé le 30 mars dernier sur comment rechercher des partenaires dans le cadre d'un projet européen. Et aujourd'hui, donc un nouveau webinaire pratique sur comment lire un appel à projet dans le cadre de Horizon Europe. Alors, ce webinaire, il s'inscrit en fait dans le cadre du réseau Ténor. Le réseau Ténor, en fait, qui rassemble l'ensemble des acteurs de la recherche et de l'innovation sur le territoire normand. Et puis, ce webinaire d'aujourd'hui, il est plus particulièrement organisé donc par Normandie Université, le CNRS et Valorial, et bien sûr toujours avec le soutien de la région Normandie et de l'ADN. Donc plus précisément, je vais passer la main à Guillaume pour se présenter. Bonjour à tous, Guillaume Bénard, je suis coordinateur pour tout ce qui est programme Europe et International à Normandie Université. Et on a travaillé sur cette présentation avec ma collègue Simona qui n'est plus là aujourd'hui. Donc moi, bonjour, Julie Ménard, donc responsable du pôle partenariat européen du SPV, service partenariat et valorisation du CNRS. Et donc Adrienne Gentil, responsable projet européen en développement international à Valorial, qui est un pôle agroalimentaire sur la Normandie, Pays de Loire et Bretagne. Donc le programme d'aujourd'hui, donc on va faire un rappel brièvement sur le nouveau programme donc Horizon Europe, les nouveautés de ce programme, les règles de participation, comment sont construits les appels à projets et plus précisément ce qui va nous intéresser, comment lire un topic. Et donc je donne la parole maintenant à Adrienne. Alors, qu'est-ce que Horizon Europe? Quels sont les objectifs? Je te laisse. Donc, en fait, l'Union européenne révise tous les 7 ans la stratégie d'attribution des fonds européens. Horizon Europe, donc, est la suite de Horizon 2020. C'est un programme donc, entre 2021 et 2027 qui vise à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne, à stimuler la capacité d'innovation, de compétition, d'emploi et concrétiser des priorités aux citoyens et au modèle socio-économique. Comment se présente-t-il? Alors, déjà, Horizon Europe, c'est 95,5 milliards d'euros, soit 20% de plus qu'Horizon 2020. On retrouve 3 piliers. Donc, le premier pilier qui est science et excellence. Un second pilier qui vise plutôt les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle européenne. Et le troisième pilier sur l'Europe plus innovante. Il y a un quatrième axe qui est transversal, donc élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche. Alors, ce que cherche-t-on à faire avec ces 3 piliers? C'est passer il y a le pilier science et excellence, problématique mondiale et Europe innovante, et l'objectif est donc de passer de la recherche vers le marché, donc aider les projets à passer la vallée de la mort. Les nouveautés du programme, quelles sont les nouveautés par rapport à Horizon 2020? Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le processus de participation à ce programme est normé et que donc il y a un travail qui est fait pour faire évoluer en faisant soit des opérations pilotes, soit des consultations. Donc, les enseignements tirés de l'évaluation intermédiaire d'Horizon 2020, soutenir l'innovation radicale. Donc, pour ça, il y a eu le Conseil européen de l'innovation. Démultiplier l'impact. Pour cela, vous retrouverez dans Horizon Europe les missions en recherche et innovation. Intensifier la coopération internationale. Vous retrouverez là encore plus de possibilités d'association. Accentuer l'ouverture, une politique de sciences ouverte, beaucoup plus forte dans Horizon Europe. Rationaliser le cadre de financement. Alors, une nouvelle approche en termes de partenariat, donc des nouvelles typologies de partenariats sont mises en place, et encourager la participation, donc développer l'excellence au sein d'Horizon Europe.
Donc, ce qui est à prendre en compte, ça va être la participation. Conditions d'éligibilité, on retrouve 3 entités légales indépendantes, 3 États membres ou associés de l'Union européenne. Le Royaume-Uni est donc devenu un pays associé maintenant. Il y a la Gender Equality Plan qui est devenu quand même un aspect important quand vous montez un projet, donc obligatoire pour les participants avec un statut public. Il y a le Model Grant Agreement qui a été uniformisé ou une convention de subvention commune pour chaque instrument à présent. Au niveau de l'évaluation, le formulaire de candidature est plus élaboré sur la partie A et l'annexe scientifique a un maximum de 45 pages. Les critères d'évaluation ont été revus. L'approche en portfolio aussi au niveau de l'EIC et des missions, où vous allez retrouver des managers de portfolio de projets. Il y a un pilote au niveau de droit à réagir. Alors, sur certains appels, vous pourrez avoir le droit de réponse à ce que dit l'évaluateur sur le projet. Et il y a aussi un pilote au niveau de l'évaluation aveugle, donc sur la partie 1. Sur la science ouverte, Open Access, donc Horizon Europe exige un accès libre, gratuit et immédiat au jour de la publication. Et sur le Data Management Plan, il est à fournir sur chaque projet à présent. Alors, quelles sont les règles de participation? On revient sur les 3 entités légales indépendantes de 3 États membres. À savoir que dans chaque appel à projet, certaines conditions spécifiques peuvent apparaître. Vous retrouverez dans les appels, donc s'il faut plus ou moins de partenaires, les pays qui sont attendus dans le consortium. La liste des États associés sera disponible à l'issue de la négociation. Pour les organismes qui peuvent participer, comme avant, donc les organismes de recherche, les universités, écoles d'ingénieurs, industriels, PME, associations, collectivités territoriales. Ensuite, vous pouvez aussi créer votre PIC et donc vous verrez la liste complète. Pour les taux de financement, sur les projets plutôt TRL plus bas, recherche et innovation, ce sera un financement pour tous à 100%. Ensuite, quand on passe au niveau Innovation Action, on a un financement à 100% pour les non-profit organizations, mais 70% pour les entreprises. Et les CSA, on revient sur un financement à 100%, auquel s'ajoute, donc pour toutes ces catégories, 25% des points directs. Merci Adrienne pour cette présentation. Pour plus de détails, je vous renvoie au webinaire qu'on a déjà organisé ces derniers mois, qui sont disponibles en ligne sur le site L'Europe s'engage en Normandie. De même que ce webinaire est enregistré et sera aussi disponible. On va enchaîner avec le cœur du sujet, comment sont construits les appels à projets, et après je laisserai la place à ma collègue Julie pour rentrer dans le détail des appels à projets. On a mis ces 2 grosses parties dans cette présentation parce que les 2 sont vraiment à prendre en compte. L'une ne va pas sans l'autre. Le programme, si je reprends l'architecture du programme Horizon Europe, on voit qu'il y a quelques programmes qui sont totalement ce qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet imposé. Donc c'est le cas des projets ERC, Marie Curie, dans le premier pilier où là c'est la science, l'excellence de la science qui va compter. C'est partiellement bottom-up dans le pilier 3, parce qu'on a finalement alors il devait être totalement bottom-up et finalement on a des appels fléchés en plus. Donc voilà, il est partiellement ouvert. Et le reste quasiment n'est pas si ouvert que ça. Finalement, on a différents instruments qui vont répondre à différentes politiques. Et dans tous les cas, derrière tous les instruments, il y a des politiques à connaître. Les projets ERC et les projets Marie Curie, c'est pas du tout la même chose. Ça répond à des objectifs politiques différents. Il faut les connaître pour savoir comment on rédige un projet. Donc
C'est vraiment important d'avoir ça en tête. C'est pas parce que c'est blanc qu'on fait ce qu'on veut. Il y a quand même un cadre. Donc là, un rappel un peu du dernier webinaire où on avait parlé des différents acteurs impliqués. Donc on voit qu'il y a toute une galaxie, donc en haut à gauche, d'acteurs publics, privés, organisés sous forme d'associations, de groupes d'experts, ou des projets. Les CSA, c'est des projets européens de coordination autour de mise en place généralement de politiques. Il y a au niveau européen, nous on suit le UA, c'est l'association des universités européennes, c'est à peu près 800 et quelques membres. Donc dans tous les pays, partout, il y a plein d'associations qui existent. C'est ce qu'on appelle les acteurs, les parties influentes aussi on dit, souvent pour pas dire lobbying, on dit la consultation des parties prenantes. Donc c'est très vaste. Tout le monde a son mot à dire et au final, il faut avoir bien en tête que c'est pas la Commission européenne qui prend un bout de papier, une page blanche et qui décide toute seule dans son coin. La Commission européenne, elle consulte au final, c'est pas elle qui va dire s'il faut mettre tel mot ou tel mot. Elle fait les consultations. Il y a des arbitrages politiques derrière au final, mais il y a tout un processus de consultation qu'il faut bien comprendre. Le programme tel qu'il est construit aujourd'hui, les appels à projets qui vont sortir imminemment, on les attend. Ils étaient attendus pour début avril, mi-avril, début mai. On les attend. Ils vont bientôt venir. Ça, après, c'est un problème législatif en cours de validation du programme Horizon Europe pour qu'ils puissent sortir. Mais on a les drafts quasi définitifs. Ces drafts, il y a des gens qui travaillent dessus depuis 2-3 ans. Donc voilà, ça sort pas du jour au lendemain. Il y a vraiment un processus qu'il faut comprendre dans chaque programme pour savoir comment sont définis les appels à projets. Et au niveau national, donc le schéma du bas, on a vraiment une organisation, donc ce qu'on a expliqué la dernière fois déjà, c'est qu'on a les points de contact nationaux et les groupes thématiques nationaux qui existent. On a des représentants au comité de programme, donc c'est les comités qui vont décider des programmes de travail. Et donc, on peut influencer au niveau national la position nationale pour que ça puisse aussi avoir son poids dans la rédaction des projets. Donc ça, c'est les deux éléments dont on avait déjà parlé. Et puis, on en a rajouté un troisième, le plus petit, mais qu'on a mis encadré en jaune. C'est les politiques européennes. Parce qu'il y a beau y avoir tous ces acteurs, il y a quand même quelque chose qui va transparaître beaucoup. Ce sont les politiques européennes. Le programme Horizon Europe ne finance pas tout. Il est là pour financer aussi. C'est un outil au service de politique européenne. Alors, pour s'y retrouver, on vous a fait une petite pyramide. Donc, il y a trois grands cadres. En bas, on a le paquet législatif qui est en cours de finalisation, qui est la base juridique d'Horizon Europe et qui va pouvoir nous permettre de lancer véritablement le programme. Ce sont des textes qui sont passés au Parlement européen la semaine dernière, je crois, donc on est vraiment sur la toute fin du processus et du coup on les connaît quasiment intégralement parce que maintenant on a les textes sont plus vraiment négociés, c'est plus le temps qui fait que il faut que ça passe toutes les différentes étapes juridiques et administratives. Donc on a ce gros document législatif qui sera notre base pour 7 ans. On a un nouveau document qui lui est connu, qui est le plan stratégique qui sera valable sur 4 ans. Plan stratégique 2021-2024 qui lui a été publié il y a un mois à peu près. Donc qui est connu, qui est le résultat d'une consultation qui a eu lieu quasiment sur les 2 dernières années sur ce que devrait financer le programme Horizon Europe comme sujet. Donc il y avait une consultation qui a eu lieu, notamment une consultation en ligne où tous les citoyens pouvaient répondre. Donc ça c'est la grande nouveauté par rapport aux anciens programmes, c'est que on a un paquet législatif et entre le paquet législatif et le programme de travail bisannuel, on a ce plan stratégique qui quand même là renforce le côté politique du programme. Et ça rejoint ce que disait Adrienne, on a une volonté d'augmenter l'impact des programmes. Donc on va parler de ce plan stratégique et des priorités européennes. Et puis je laisserai la main à Julie pour vous présenter le
programme de travail, et ce qui vous intéresse au final, c'est les appels à projets. Donc, la première étape, ça va être le paquet législatif. Dans ce paquet législatif, on a notamment toute la définition d'Horizon Europe et des différentes activités. Donc, les 3 piliers, le contenu de chaque pilier est décrit. Donc, on sait quels sont les objectifs derrière, ce qui va pouvoir être fait. Et on a donc, là, j'ai pris l'exemple du cluster 5 qui sera un peu notre fil rouge. Le cluster 5, climat, énergie, mobilité, donc il est défini. Et on a les domaines d'intervention du cluster qui sont définis. Donc on sait que pour les 7 ans à venir, le cluster 5, ça sera ces sujets-là dans ces domaines précis. Il y aura rien d'autre. Si vous n'êtes pas dedans, c'est pas la peine d'essayer, ça rentrera pas. C'est clair, c'est défini. C'est le paquet juridique, donc là, ça ne se renégociera pas. Après, c'est très large. Comme vous pouvez le voir, mais il faut être dedans. Donc ça, on vous mettra les liens dans la présentation. Et puis de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas les textes totalement votés, donc ça va sortir incessamment sous peu. On les attend. Ce qu'on connaît par contre, c'est les priorités politiques européennes. Elles sont pas nouvelles, donc on a petit rappel, 6 priorités pour la présidente actuelle, Madame von der Leyen, qui couvrent la période 2019-2024. La première priorité, c'était European Green Deal, qui a déjà été le sujet d'un appel à projet dans Horizon 2020 de quasiment 1 milliard, donc vraiment pas négligeable. La deuxième grande priorité, c'est European Fit for the Digital Age. Alors là, on va le retrouver dans Horizon Europe, mais on va surtout le retrouver dans un autre programme qui s'appelle Digital Europe. C'est pour ça qu'ici, il n'est pas aussi prégnant que ça dans les budgets. Et puis, il y a derrière Economies at Work for the People, A Stronger Europe in the World, Promoting Our European Way of Life et New Push for European Democracy. Donc ça, c'est 6 priorités qu'on va retrouver à différents endroits. Et vous voyez bien le schéma à droite, c'est que elles sont plus et moins prégnantes dans Horizon Europe, et c'est surtout le Green Deal qui fait quasiment un tiers des sujets. Le Green Deal, il n'est pas nouveau, hein, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Alors, je vous ai mis 2 éléments importants. On a, en plus d'Horizon Europe, on a une politique qui s'appelle une Europe durable à l'horizon 2030. Donc, il y a eu un texte des objectifs climat qui ont été votés il y a pas longtemps d'ailleurs au Conseil européen. Donc, voilà, c'est quelque chose de très important qu'on retrouve dans quasiment toutes les priorités, tous les programmes européens maintenant. Il faut l'avoir en tête, et il faut savoir que aujourd'hui on parle partout des objectifs de développement durable, les ODD en français, SDGs en anglais, donc qui ont été définis au niveau de l'ONU en 2015. Et ça, c'est donc les 17 sont là. Il y a un site spécifique qui existe avec tous les sous-objectifs, etc. C'est vraiment primordial parce qu'on va le voir, ça se diffuse un peu partout dans le programme. Ça se diffuse tellement bien que c'est écrit dans le paquet législatif, dans les objectifs spécifiques d'Horizon Europe. Donc là, vous verrez dans le 3e point, là, c'est écrit que Horizon Europe devra renforcer l'impact de la recherche et l'innovation en développant, supportant et mettant en œuvre les politiques européennes de l'Union, et en s'attaquant aux problématiques mondiales, notamment le changement climatique et les objectifs de développement durable. Donc ça, c'est écrit dans le paquet législatif, donc c'est vraiment une forte priorité de la Commission européenne, et le programme devra rendre compte sur ces objectifs. On y viendra plus tard, mais qui dit financement dit indicateur. Donc ça, pour faire rapidement, c'est une slide de présentation qu'aime bien utiliser la Commission européenne en disant qu'ils ont un beau programme Horizon Europe qui va
s'occuper de la transition, ce qu'on appelle la double transition verte et numérique, avec les objectifs de développement durable et la croissance, la compétitivité et le bien de la planète et des gens. Les objectifs de développement durable, on les retrouve dans les intitulés des 5 missions. Qui sont donc les missions sont créées. Alors c'est des organismes un peu à part. L'idée c'est d'avoir des grandes missions sur lesquelles on puisse communiquer au niveau de la Commission européenne. Donc là on est sur la définition des objectifs à atteindre à la fin du programme et les premiers appels à projets fléchés par ces missions devraient sortir en 2022. Mais on voit bien que tout tourne autour effectivement de ces objectifs de développement durable. Donc là, on vous a récupéré donc sur quelques slides qui suivent, on va passer vite. Donc pour chaque grande priorité européenne, les 6 de la Commission von der Leyen, on vous a remis les objectifs de développement durable les plus importants et le lien avec les missions et les clusters de Horizon Europe. Voilà, on a fait les 6 priorités. Donc vous pourrez relire ça tranquillement par la suite, on va pas les détailler, tu peux continuer, voilà, encore, voilà. Et ensuite, donc ça c'était les priorités européennes, et on arrive donc à ce fameux plan stratégique qui est le nouveau gros document, qui change, voilà, on revient au mot qu'a utilisé Adrienne tout à l'heure, c'est la notion d'impact. Il y a vraiment une volonté de la Commission européenne d'avoir un programme qui a un réel impact pour les citoyens, qui se voit. Et pour cela, il y a eu toute une réflexion depuis assez longtemps autour de l'évaluation des programmes et de comment on arrive à évaluer et ensuite pouvoir communiquer sur les résultats de cette évaluation auprès des citoyens. Il faut toujours revenir auprès des citoyens. Donc ça fait l'objet de longues discussions et on va essayer de vous présenter ce que ça donne. Donc dans le plan stratégique donc 2021-2024, on a 4 orientations stratégiques clés. Ce sont les 4 grandes orientations et tous les appels fléchés. Donc notamment tout le pilier 2, va devoir répondre à ces 4 grandes orientations stratégiques. Ces 4 grandes orientations, on va les décliner en 15 impact areas qui elles-mêmes donneront 32 expected impacts. Et après, on arrivera à l'appel à projet. Donc c'est pour ça qu'on vous a fait un résumé là. Donc là, on a les 4 orientations stratégiques. Sur les slides suivants, sur les 2 slides suivants, en fait, vous n'avez pas orientation stratégique clé, vous avez les impact areas. Donc il y a 3 orientations stratégiques clés qui ont 4 impact areas et il y en a une, la B, qui en a que 3. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. En fait, tout est défini. Tous ces termes-là, après, sont définis dans la planification stratégique. Et on arrive derrière à 32 expected impact. Alors, faut reprendre le tableau de droite en premier. Dans le planification stratégique, ils ont fait des tableaux pour résumer. Donc, ce premier tableau, c'est notre fameux cluster 5. Donc, je vous ai dit que ça serait notre fil rouge. On retrouve en haut les 2 orientations stratégiques clés auxquelles le cluster 5 va répondre pour partie. Pour ces orientations stratégiques clés, on retrouve en dessous les impact areas qui correspondent au cluster 5. Donc, on voit bien que sur l'orientation stratégique clé A, finalement, on n'a qu'un seul impact areas sur les 4 possibles. Donc, ça, c'est le résumé. Et en dessous, en plus clair, on a les expected impacts. Et ça, c'est hyper important pour pouvoir s'orienter dans le programme. Donc là, de 21 à 26, on en a donc 6. Et on les revoit dans le tableau de gauche, donc je les ai encadrés en rouge. Ces expected impacts,
c'est vraiment très très important parce que c'est ce qui fait le lien direct avec les programmes de travail qui vont être publiés. Donc on sait que les programmes de travail 2021-2022, donc celui qui va sortir, donc on a quasiment les textes aujourd'hui définitifs, mais aussi le 2023-2024 vont répondre à ces expected impact. Ça sera, tous les appels à projets du pilier du cluster 5 seront dans ces expected impact. Donc il faut les connaître pour s'orienter, il faut aller voir ce qui est un peu derrière et voir si on rentre dedans ou pas. C'est une façon assez pertinente de savoir si vos recherches pourraient être financées ou pas par Horizon Europe. Et donc ça fait le lien avec la présentation de ma collègue sur les programmes de travail parce que voilà, ces expected impacts vont être transcrits dans ce qu'on appelle les destinations dans les programmes de travail. Merci Guillaume. Donc maintenant, comme il le dit, on va rentrer dans vraiment le décryptage d'un appel à projet et comment lire finalement le topic pour que vous puissiez y répondre au mieux. Alors, donc comme l'a dit Guillaume, il y a toujours des considérations politiques à prendre en compte et qui vont être finalement horizontales à l'ensemble des appels à projets. Donc comme l'a mentionné aussi également tout à l'heure Adrienne, donc le programme Horizon Europe, là encore, on retrouve tout ce qui va concerner la science ouverte. Donc science ouverte, donc ça va être tout ce qui va être open access, donc les publications de recherche qui doivent être en accès ouvert. On va retrouver aussi tout ce qui va être open data, donc c'est vraiment Horizon Europe s'inscrit vraiment dans tout ce qui est plus globalement l'open science. Avec, on va retrouver aussi ce qui doit vous parler parce qu'on les retrouvait déjà dans Horizon 2020, les principes FAIR. Donc c'est-à-dire que les données, enfin ça doit être facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable. Donc voilà. Donc là, dans Horizon Europe, vraiment c'est open science. Et tout à l'heure, Adrienne l'a mentionné, mais c'est tellement important qu'il y aura plus de possibilités d'embargo en fait. C'est-à-dire que les publications de recherche dans le cadre d'Horizon Europe devront être directement en fait accessibles. Donc voilà. Alors petite parenthèse là-dessus, on dit aussi souvent aussi ouvert que possible, autant fermé que nécessaire. C'est-à-dire que bien entendu, si vous avez besoin de protéger des données parce qu'ils vont faire par exemple l'objet d'un brevet ou il faut garder le secret industriel ou autre, bien évidemment, vous n'êtes pas dans l'obligation de mettre ces données ou ces publications à terme après en ligne. Il faut juste phaser et dans ce cas, vous pourrez publier plus tard, mais bien sûr, vous pouvez garder certaines données ou autres confidentielles. Ensuite, là encore, la dimension du genre dans le contenu. Là encore, donc Adrienne l'a mentionné tout à l'heure avec le Gender Equality Plan. C'est vrai que la question du genre, elle est de plus en plus importante, notamment là encore dans Horizon Europe. Le genre, donc à prendre en compte dans tout ce qui va être activité de recherche en tant que telle. Dans les contenus de recherche, voilà, où par exemple on va s'intéresser aussi bien à la population féminine que masculine ou autre, mais aussi dans les équipes de recherche. C'est bien généralement d'avoir un équilibre, voilà, une certaine parité dans les équipes de recherche, en tant que work package leader par exemple ou autre. Voie vers l'impact. Alors ça avait déjà été initié avec Horizon 2020, mais là avec Horizon Europe, c'est encore plus le cas. C'est vraiment un programme qui est guidé par l'impact. Alors l'impact, pas seulement, on va dire, tout ce qui est impact économique ou autre, c'est vraiment les résultats du projet qui doivent mener en fait à aboutir à la réalisation des objectifs, comme on l'a vu avec Guillaume, des politiques publiques qui sont menées par la Commission européenne. Donc vraiment, on va le voir après, mais cette notion de résultat maintenant, d'impact du projet en tant que tel, donc à court, moyen, long terme, qu'il va falloir détailler en fait dans vos propositions scientifiques. Ensuite, mesures pour maximiser l'impact. Là aussi, on va le voir. Donc tout à l'heure, Guillaume en a parlé, mais il va y avoir aussi cette notion d'indicateur à avoir et aussi les mesures dans le sens quelles sont les mesures de dissémination, d'exploitation, de communication en fait que vous avez utilisées dans le cadre de vos projets, pour qu'on puisse réutiliser en fait facilement les résultats du projet et qu'on puisse bien avoir un impact sur les politiques de la Commission européenne. Le principe d'innocuité, donc c'est Do Not Significant Harm Principle. Ça, c'est quoi? C'est-à-dire que votre projet de recherche, dans la méthodologie aussi, on en a parlé beaucoup, notamment dans le cadre du Green Deal,
il faut le plus possible que ça n'ait pas un impact négatif sur l'environnement. Donc en fait, à travers vos projets, donc c'est pas un critère obligatoire, mais dans la mesure du possible, il faut que la méthodologie employée dans le projet scientifique, eh ben voilà, elle soit environment friendly en fait. Faut pas qu'il y ait d'impact négatif sur tout ce qui est aspects environnementaux. Et intelligence artificielle, là, on revient aussi un peu avec tout ce qui va être sécurisation de la donnée, fiabilisation des données, etc. Donc là encore, voilà, à prendre en compte dans les propositions scientifiques. Donc ça, c'est des axes finalement transversaux à l'ensemble des propositions, indépendamment des topics qu'on va étudier un moment, mais qui devront être prises en compte. Et aussi, il peut y avoir d'autres aspects qui peuvent être aussi mentionnés dans le topic. Je sais pas, par exemple, ça va être d'intégrer, tout à l'heure, comment Adrienne le mentionnait avec l'ouverture à l'international ou autre. On peut aussi vous demander, par exemple, dans certains appels à projets, d'intégrer plus particulièrement un partenaire, etc. Donc, il peut y avoir aussi d'autres conditions en plus que ces considérations-là politiques qu'on peut retrouver. Donc ensuite, ce tableau, donc là encore, donc c'est un tableau qu'utilise beaucoup la Commission européenne, donc que notre collègue Simona avait d'ailleurs traduit, mais qu'on peut utiliser un peu pour vous faire aussi la hiérarchie des textes, des politiques et les liens entre les priorités politiques et finalement les résultats que votre projet devra avoir. Donc comme le disait Guillaume tout à l'heure, on retrouve finalement donc les politiques publiques qui finalement chapeautent l'ensemble des textes qui vont en découler, et finalement aussi les topics et les résultats du projet auxquels ils devront répondre. Et finalement, tout ça, on le retrouve dans le plan stratégique qu'a présenté Guillaume tout à l'heure. Donc, on vous a mis sur les précédentes slides, vous pourrez retrouver, on vous a mis le lien du plan stratégique si vous allez le lire plus en détail après. Mais donc voilà. Et ensuite, après, avec donc les orientations stratégiques clés dont a parlé Guillaume, les impact areas, donc on a vu tout à l'heure. Et là, finalement, on va rentrer dans le programme de travail plus à proprement parler, avec la description donc des appels à projets et des topics. Et on va retrouver donc les destinations qui font le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les orientations stratégiques clés. Donc, une présentation des destinations. Donc, on va le voir tout à l'heure, comme le disait Guillaume, on a utilisé le cluster 5 en fil rouge, donc on va avoir un exemple. Donc, les destinations qui vont être finalement les objectifs des clusters, quels sont les résultats que comptent voir les clusters grâce aux topics qui vont être lancés. Les expected outcomes, donc là, les résultats vraiment plus à moyen terme finalement du projet. À quoi va aboutir les résultats du projet à moyen terme de par le fait qu'on diffuse les résultats, etc. Et les project results, donc là vraiment les résultats du projet en tant que tel pendant sa mise en œuvre ou juste après son terme. Voilà, donc ça va être plus ce qu'on va appeler project results. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup un nouveau lexique et beaucoup de nouvelles définitions qui sont apparues dans Horizon Europe, mais dans le template, vous pouvez tous les retrouver. La CE a essayé de faire quelque chose d'un peu plus clair. Donc, vous allez retrouver expected impact, outcomes, results, outputs. Enfin, tout ça, ça va être détaillé dans le template Horizon Europe. Vous avez une petite liste de définitions au début et vous avez le lien aussi après, on l'a mis dans les slides, donc vous pourrez retrouver aussi toutes ces définitions. Donc, pour illustrer ce dont je viens de vous parler, donc il y a un exemple qui est pareil, qui va être l'exemple de notre projet qu'on a utilisé pour ce webinaire, le petit cas pratique en fait. Donc voilà, donc on a donc tout ce qui est politique publique, voilà plus haut. Et finalement là, on voit dans cet exemple-là que il y a donc les expected impact. Finalement ça fait le lien. Si vous revenez tout à l'heure, je vais vous montrer à ce dont nous a présenté Guillaume. Qui était l'expected impact 26, je vous le remonte, finalement, on rentrerait là-dedans. Donc là, comme disait Guillaume, d'où l'importance de bien lire l'ensemble des documents qui sont plus politiques, stratégiques, parce que finalement, le topic, il s'inscrit là-dedans. Donc on voit qu'il fallait qu'on contribue c'est écrit en tout petit, désolé, à contribution to seamless, smart, inclusive and sustainable mobility services. Donc voilà, donc ça, c'est finalement l'objectif à plus long terme. Vous voyez que finalement, dans l'exemple, si je reviens à notre exemple,
Voilà, donc on est ici dans les expected impact. Donc voilà, c'était augmenter la capacité de 15% des passagers. Et c'était parce que dans le cadre de ce projet, c'était l'utilisation d'un système de rationalisation des flux de passagers, je crois. Donc là, voilà, à plus long terme, c'est le fait que ça soit utilisé beaucoup plus d'aéroports, par exemple. Ensuite, l'expected outcome. Donc là, c'est un résultat finalement à plus moyen long terme. Donc là, les résultats du projet, par exemple, ils ont été utilisés par 9 aéroports. Et les résultats du projet, donc Project Results en tant que tel, là, c'est ce qui a été mené par le projet en lui-même, donc qui a fait finalement un démonstrateur de ce livrable, là, finalement, qui a été réutilisé ensuite par les 9 aéroports et puis plus largement qui a permis voilà, d'avoir une rationalisation de 15% du flux de passagers. Donc voilà, ça c'est un peu pour illustrer concrètement, si je peux dire, comment on doit comprendre ces définitions de la commission. Donc ensuite, les différentes étapes pour aller répondre à un appel à projet et trouver le bon, si je puis dire. S'informer sur le programme, donc ça c'est ce dont a parlé Guillaume. C'est vrai que c'est bien d'avoir connaissance de tous ces plans stratégiques, des différentes politiques qui gravitent un peu autour des topics. De toute façon, vous allez voir, après quand on va en lire un plus dans le détail, ils sont clairement mentionnés généralement, ces documents. Donc il y a toujours des petites notes de bas de page, donc c'est vrai qu'il est bien d'aller voir à quoi elles correspondent pour avoir une notion finalement de ce que ça recouvre derrière. Avant de me lancer, j'ai effectué un autodiagnostic. Oui, c'est de savoir quelle est mon expertise, de quelle expertise je vais avoir besoin. Pareil, dans un topic, comme le disait Guillaume, chaque mot compte. Ça a fait l'objet pendant plusieurs années de discussions, etc. Donc c'est vrai que chaque mot qui sera présent dans le topic est très important. De la même manière que si la CE vous dit d'adresser les différentes bullet points qu'il y aura dans le topic, parce qu'il y a différents axes de recherche à adresser, ça sert à rien d'en répondre qu'à 2 sur 3, par exemple. Vous serez tout de suite considéré out of scope, vous serez mal noté. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention vraiment à chacun des mots qui sont mentionnés dedans. Peut-être qu'elle vous dira d'en adresser qu'un sur les 4 et il y aura plusieurs types de projets qui pourront être déposés. Mais c'est vrai que c'est bien d'effectuer, du coup, ce diagnostic, de savoir quelles sont mes forces, quel type d'autres partenaires il faut que j'aille chercher. Et là, donc, ça fait le lien avec le précédent webinaire qu'on a organisé pour avoir l'ensemble des compétences qui me permet de répondre au mieux au topic envisagé. Donc ensuite, identifier le topic pour pouvoir y répondre et que ça fit finalement bien avec son idée de projet. Comme le disait Guillaume aussi, si c'est un projet qu'on essaie de le faire rentrer tant bien que mal dans le topic, ça marchera pas. C'est vrai que il y a quand même un scope qui est un périmètre qui est établi par la CE. Alors, il vous il vous impose pas la méthodologie, les partenaires, etc. Mais il y a quand même un axe de recherche qui est identifié par la CE et donc ça sert à rien de déposer un projet s'il rentre pas plus ou moins quand même dans cette thématique imposée par la Commission européenne. Ensuite, donc, comme on l'a dit, donc chaque mot compte dans le topic, le contexte du topic, donc on en revient là encore au même avec quels ont été les groupes peut-être d'experts, les parties prenantes que la commission elle a pu consulter, etc. Ça, généralement, de par les notes de bas de page, on arrive à voir en fait qui a influencé finalement la sortie de ce topic. Donc c'est bien d'aller voir qui a pu mener des réflexions autour de ce topic. Les projets déjà financés, ça c'est important parce que ça vous permet de capitaliser déjà sur les projets qui ont déjà été financés. Donc là, pareil, on fait le lien avec le précédent webinaire, mais c'est bien d'aller faire un petit tour sur la plateforme Cordis ou le portail du participant le funding portail qui permettra de vous faire du lien avec les autres projets financés. Mais ça vous permet de voir voilà ce qui a été financé parce que la CE, pareil, ne financera pas non plus 2 fois de même projet. Dans la première partie du template, il faut bien justifier de l'excellence, en quoi votre projet va au-delà de l'état de l'art actuel. Donc, c'est bien de faire un petit topo sur les projets qui ont pu déjà être financés dans la thématique. Et puis, là encore, lien avec le précédent webinaire, les partenaires nécessaires pour mener à bien ce projet. Donc, si vous avez besoin aussi de rechercher des partenaires, donc on a présenté la dernière fois différents outils qui vous permettent aussi de trouver des partenaires dont vous auriez besoin pour répondre au call. Alors là, c'est l'exemple avec le petit fil rouge. Donc on a dit un exemple avec dans le cluster climat, énergie, mobilité. Donc on va regarder ça de plus près.
Pardon, chaque fois que je fais ça, ça quitte. Voilà. Donc, comment ils sont présentés, en fait, la référence, si je puis dire, du call et du topic. Donc là, Horizon, bon, bah, ça c'est simple, c'est le programme de la Commission européenne. Ça, c'est important, ces références-là, quand vous cherchez un topic sur le portail de la Commission européenne ou aussi dans les programmes de travail. Donc, comme disait tout à l'heure Guillaume, les drafts, en fait, on a déjà toutes ces références-là dans les drafts qui sont quasi définitifs et qui devraient être publiés là sous peu. Mais donc ça, c'est le programme. Ensuite, les clusters. Donc là, comme on vous disait tout à l'heure, on est dans le climat, cluster 5, climat, énergie et mobilité. Donc, par exemple, vous aurez les autres. Le cluster 1, ce sera santé, le 2, culture, etc. Donc là, on est dans le 5. 2021, c'est l'année d'ouverture de l'appel à projet. Donc, celui-ci va être publié et la deadline va être en 2021. Ensuite, D1, donc ça, c'est la destination. C'est un peu la nouveauté sous Horizon Europe, donc qui émane du plan stratégique qu'a présenté Guillaume tout à l'heure. Donc, voilà. Ensuite, 1, c'est le numéro du call. Voilà. Donc là, on est dans tout ce qui concerne les réponses à tout ce qui est enjeu climatique. Et le 2, c'est le numéro du topic, parce que vous allez avoir plusieurs topics qui vont s'inscrire dans cet appel à projet. Donc voilà, c'est un peu pour vous dire comment ça fonctionne. Et donc alors après, pareil, on a essayé de vous faire là une petite pyramide inversée avec l'architecture finalement du programme de travail, comment il s'organise. Donc ce que je vous ai mis là, c'est en fait l'architecture de tous les programmes de travail. C'est un peu notre chance, ça pour le coup, ils sont tous présentés de la même manière. Il y a au moins, voilà. Donc une fois que vous avez compris le fonctionnement d'un programme de travail, vous pouvez tous les parcourir parce qu'ils ont tous le même format. Donc il y a toujours en fait dans le programme de travail une introduction qui vont être les objectifs du cluster. Donc là, les objectifs du cluster climat, énergie, mobilité. Ensuite, donc ce que présentait Guillaume tout à l'heure, les destinations. Quel va être finalement l'impact attendu de la Commission européenne vis-à-vis de ce cluster? Donc pareil, qui fait le lien avec les politiques publiques européennes, etc. Ensuite, les conditions de l'appel à projet en tant que tel. Donc ça va être quoi? Ça va être le budget de l'appel, le nombre de projets qui pourront être financés, le budget, enfin la subvention finalement maximum que vous pourrez demander pour votre projet, le projet que vous souhaitez déposer. Ensuite, les specific conditions. Donc là, c'est les conditions spécifiques du topic. Ça va être si on vous impose, par exemple, je sais pas, il y a un appel à projet, celui qu'on va voir, par exemple, il vous demande forcément de faire appel au principe FAIR, donc l'open access, donc d'avoir tout ce qui va être gestion de données ou ce genre de choses. Donc il peut y avoir des conditions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en plus des conditions du call classique. Et ensuite, donc on rentre dans le topic petit à petit. Expected outcomes, donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est les résultats attendus du projet à moyen terme. Donc c'est mes 9 aéroports tout à l'heure qui ont utilisé le dispositif. Et puis le scope. Donc là, ça c'est le périmètre du projet en tant que tel. Là, ça va être votre projet, à quoi il va devoir répondre, quels vont être ses objectifs, votre méthodologie que vous allez utiliser pour mener pour comment répondre à ces objectifs. Voilà. Alors, du coup, dans l'introduction, donc l'extrait toujours d'un appel à projet qui est dans le cluster 5, donc notre fil rouge. Là, je vous ai pris donc l'extrait de celui dont je vous ai donné la référence tout à l'heure. Et en fait, j'ai surligné en jaune ce qui me paraissait important de retenir de ce topic. Donc vous avez au tout début le contexte du call, donc ce que je vous disais, quels sont les objectifs de la Commission européenne. Ensuite, il y a donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les petites notes de bas de page. Là, dans le topic même, on fait référence à l'accord de Paris. Donc tout ce qui va être aspect, on en a parlé tout à l'heure, Green Deal, etc. Donc dès qu'il y a des petites notes de bas de page, il faut aller voir à quoi ça correspond, parce que c'est toujours bien d'aller voir les rapports. Les rapports, ils peuvent être issus des alliances européennes qu'on avait présentées l'autre fois, des groupes experts de la Commission européenne. Elles se basent toujours finalement sur des tierces parties pour construire finalement son appel à projet.
Donc, c'est bien d'aller voir à quoi ça correspond. Et puis ensuite, vous allez voir dans le cluster, finalement, donc tous les topics qui vont découler derrière, les grands champs disciplinaires qui vont être couverts par le cluster. Ensuite, donc là, ça fait référence, encore une fois, c'est pourquoi on vous dit que c'est vraiment important de comprendre un peu comment ça se construit, parce que là encore, on fait référence aux orientations stratégiques clés qu'a présenté tout à l'heure Guillaume. Et là, on voit que notre topic, nous, donc on a vu tout à l'heure le D1, donc la destination 1, elle fait écho finalement au domaine stratégique clé C. Donc voilà. Et ensuite, ça vous permet de voir l'expected impact, là encore, qui fait référence au plan stratégique auquel il est fait référence. Donc là, je vous ai extrait juste celui qui correspond au topic qu'on a identifié tout à l'heure. Mais pour chacun, en fait, des topics du work programme, elle va mettre en face l'expected impact qui est attendu ou le KSO qui est concerné. Donc, nous, destination 1, vous voyez, ça c'était la D1 qu'on a vue tout à l'heure. On la reprend là, c'est bien la 1. On va aller voir plus à proprement parler, donc le topic qu'on a ciblé tout à l'heure, qui est, je vous rappelle, du coup, celui-ci, le D10102, qui s'appelle Modeling the Role of the Circular Economy for Climate Change Mitigation. Voilà. Donc la destination 1, donc là on voit quels sont les objectifs de la destination. Donc comme le disait Guillaume, on retrouve donc l'accord de Paris et on retrouve aussi tout ce qui est objectif de développement durable. Donc voilà, réduction des gaz à effet de serre, etc. On retrouve bien donc notre KSO C, qui est adressé par rapport au topic et à la destination 1 qu'on a identifié. Et là, elle vous parle aussi de tous les impacts qu'elle compte voir, qu'elle veut voir finalement ciblés en fait dans le cadre de la destination 1 et du KSO C. Et ensuite aussi, toujours dans cette partie introduction, on retrouve ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui va être les principes horizontaux. Donc là, elle vous reparle encore du principe d'innocuité de tout à l'heure. Tout ce qui est comme quoi ça ne doit pas nuire, enfin tout ce qui est méthodologie, ça doit être en lien avec le respect de l'environnement, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui aussi, elle parle de tout ce qui est synergie. C'est vrai qu'en fait le programme Horizon Europe, c'est bien de capitaliser, comme je le disais tout à l'heure, sur d'autres projets qui sont déjà financés et faire des effets de synergie. Donc, par exemple, je sais pas, avec les fonds FEDER ou ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi mentionné dans les programmes de travail. Ou alors, avec aussi tout ce qui peut être les partenariats. On a parlé tout à l'heure, les projets qui sont en lien avec les partenariats, qui peuvent être en lien, par exemple, avec toute cette politique de Green Deal, avec les missions. C'est vrai que Horizon Europe, ils ont un peu cette gestion de portfolio, là, comme ils appellent, c'est de faire de liens finalement un peu avec tous les piliers, un peu avec tous les instruments qui peuvent exister, que ce soit les instruments là dont on parle collaboratifs, avec les partenariats, les missions. Donc voilà, un peu capitaliser sur tout ce qui peut être financé dans le cadre de ce programme. Ensuite, on rentre plus dans le vif du sujet, donc l'appel à projet en tant que tel, avec les conditions. Donc là, encore une fois, donc le call qu'on a identifié. Ce qui est important pour vous de voir, c'est que vous voyez que c'est un type d'action, donc les RIA, Research Innovation Action. Donc ça vous donne une indication du niveau de TRL. On sait que les RIA, on est jusqu'à TRL 3-4, et puis quand on passe à IA, on est déjà au-delà. Donc là, on sait qu'on peut s'intégrer aussi. Donc voilà, on connaît aussi comme ça les schémas de financement, c'est-à-dire que si on est une entité publique, on sait qu'on est financé à 100%, une entreprise aussi d'ailleurs, que si on était IA, on serait par exemple, si on est une entreprise, on ne serait plus financé qu'à 70%. Donc là, on sait qu'on est tous financés à 100%. Elle vous indique que le budget de Stopic, c'est de 15 millions, et elle vous dit à peu près 5 millions par projet. Bon, pas besoin d'être très fort en maths pour savoir qu'elle va en financer approximativement 3 projets. Après, il peut y avoir des projets qui demandent moins. Bon, ça se voit généralement moins. Généralement, on va si je puis dire, au taquet de l'enveloppe, on demande tout ce qu'on peut nous permettre de demander. Donc voilà.
Ensuite, donc dans les conditions spécifiques, donc elle vous rappelle le budget, la subvention qu'elle compte voir allouée par projet. On vous rappelle donc le type d'action. Et ça, c'est ce que je vous disais, les autres conditions qui peuvent être mentionnées. Donc là, on vous reparle encore une fois de tout ce qui est open access, tout any new models, etc. Donc voilà, ça peut être des conditions en plus, tout ce qui est que peut demander en plus la commission. Et ensuite, donc on arrive donc dans les expected outcomes. Donc là, voilà ce qu'elle demande pour ce topic-là. Donc là, vous voyez qu'on arrive sur des objectifs à moyen terme. Et en fait, comment finalement, là, il va s'agir d'expliquer comment, au travers des méthodes de diffusion, d'exploitation, de communication, de vos projets, des résultats de vos projets, vous allez atteindre finalement les groupes cibles de la commission. Donc, qu'est-ce qu'on entend par groupe cible? Ça va être l'impact sur la communauté scientifique, l'impact économique, et aussi, et beaucoup parce que Horizon Europe se veut être très ancré en lien avec le citoyen, ça va être aussi la prise en compte du citoyen avec comment, avec les résultats de votre projet aussi, vous allez inclure le citoyen dedans. Donc voilà. Et ensuite, donc le scope. Donc là, ça va être vraiment le périmètre du projet en tant que tel. Donc là encore, j'ai essayé de surligner ce qui était important de prendre en compte. Donc là, on est dans tout ce qui est économie circulaire, etc. Donc réduction des gaz à effet de serre. Vous voyez que là, on vous dit bien, le projet, il doit être novateur. C'est pour ça que c'est important aussi de connaître ce qui a déjà été financé. Parce qu'il s'agit d'aller au-delà de l'état de l'art, de pas déposer un projet qui a pu être déjà financé peut-être dans un autre programme ou même dans ce programme-ci, mais ou même dans d'autres types de financement, mais ou capitaliser dessus. En quoi votre projet va au-delà de l'état de l'art. Donc on vous parle aussi du citoyen. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous parle d'autre? Et on vous parle aussi, là encore, petite référence politique à tout ce qui est aspect Green Deal. Donc voilà, on pourrait regarder plus en détail après. Là aussi, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est vrai que dans le topic, on peut vous dire aussi quels sont les end users, si je puis dire, qu'il faudra adresser. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte aussi que les résultats du projet, il faut qu'elle ait un impact sur l'utilisateur final. Donc là, on vous dit bien qu'il faudra des collaborations, donc avec la communauté scientifique aussi, mais aussi avec tout ce qui va être politique publique. C'est vrai que dans les end users, c'est bien d'impliquer le citoyen, on en a parlé, où là c'est très important, la sécurité, la société civile, mais aussi tout ce qui va être politique publique. Surtout là, en plus, on est sur tout ce qui est Green Deal, développement durable, etc. Donc il est vrai qu'il faut impliquer forcément les politiques publiques pour que le changement pour que les résultats du projet aient un vrai impact, un vrai changement. Donc l'industrie, on vous demande. Donc c'est vrai que si par exemple vous montez un projet et que vous n'avez pas de groupe d'experts ou autre avec certaines parties prenantes que la commission juge utile, vous allez par exemple perdre des points pour le projet. Et ensuite on vous rappelle aussi donc là les objectifs transversaux. Donc on vous disait tout à l'heure tout ce qui doit être en open access, open data. Ça, c'est vraiment un point important pour la commission, notamment, donc qui est renforcé. On l'a connu, PCRD 7, Horizon 2020, là, Horizon Europe, vraiment open access, open data, voilà. On n'y coupe plus. Avec notamment tout ce qui est, on en parlera certainement dans le prochain webinaire, mais avec le DMP, le Data Management Plan, qui est le plan de gestion des données, qui est devenu aussi obligatoire maintenant dans les projets. C'était simplement un pilote sous Horizon 2020, maintenant il est devenu obligatoire sous Horizon Europe. Alors, donc là, c'est pour vous montrer finalement cette notion d'impact qui finalement guide un peu tout le programme Horizon Europe. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, les inputs, finalement, c'est les entrants dans votre projet. Donc, tout ce qui va être les ressources, les hommes-mois, enfin tout ce que vous allez mettre dans le projet pour atteindre les objectifs fixés. Les project results,
Et ben finalement, ça va être les résultats du projet, donc qui vont voir le jour pendant la mise en œuvre du projet ou juste à la fin du projet. Qu'est-ce qu'on entend, par exemple, donc la commission, elle vous donne des exemples. Les résultats du projet, je sais pas, ça va être un savoir-faire, des algorithmes, des rapports, des démonstrateurs. Voilà, ça peut être des exemples de résultats de projet. Ensuite, on arrive sur les expected outcomes. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, en fait, on va du court terme au plus long terme, si je puis dire. Et donc là, les expected outcomes, c'est comment finalement vous allez diffuser ces résultats du projet par des méthodes de dissémination et d'exploitation des résultats pour que finalement après l'impact soit le plus grand et les résultats du projet soient utilisés par les bons end users et le plus possible pour qu'ils aient in fine un impact sur les politiques de la Commission européenne souhaite voir mener. Donc ensuite, donc on a les expected outcomes. Et ensuite, l'expected impact, où là, on va parler, par exemple, là, c'était pour la rationalisation, on revient à la gestion des flux de passagers dans les aéroports. Donc voilà, on va vraiment sur des résultats du projet à vraiment l'impact à plus long terme sur les objectifs fixés par la Commission. Donc, petite nouveauté dans le template, donc on vous a mis le lien ici, on en parlera peut-être plus précisément lors du prochain webinaire qui sera sur comment rédiger un projet de recherche, une proposition scientifique pour Horizon Europe. Et là, c'est un peu le tableau récap que la Commission européenne, en fonction de tout ce qu'on vous a présenté là depuis le début de webinaire, il est après la description de tout ce qui est excellence, méthodologie, etc. Avant la partie implémentation de mémoire dans le template d'Horizon Europe. Ouais, c'est ça. Où voilà, vous allez dire quels sont les besoins qui ont finalement fait naître ce projet. Qu'est-ce que vous attendez à la fin du projet? Donc les résultats du projet, donc comme je disais tout à l'heure, du savoir-faire, un démonstrateur, des algorithmes, voilà. Ensuite, les mesures de dissémination, d'exploitation, de communication que vous avez utilisées pour finalement cibler les groupes cibles. Voilà, pour atteindre le end user, les parties, les politiques publiques que vous souhaitez adresser, voilà. Donc exploitation, ça va être tout ce qui peut être en lien avec tout ce qui est propriété intellectuelle, dissémination et communication, ça va être aussi en fonction des différentes audiences que vous pourrez avoir. Vous vous adresserez pas forcément pareil aux citoyens qu'à la communauté scientifique. On va peut-être utiliser, je sais pas, les publications pour la communauté scientifique. On va peut-être créer des événements de participation avec les citoyens. Enfin, voilà. Donc les groupes cibles identifiés, justement. Donc c'est là qu'il faudra ne pas oublier, on vous le rappelle, le citoyen, puisque c'est très important pour Horizon Europe. Les outcomes, donc ça, les résultats à moyen terme. Et pour enfin, l'impact plus global sur Horizon Europe, en lien avec tout ce qu'on a présenté tout à l'heure, les politiques publiques européennes. Donc, voilà. Ça vous donne donc ce petit tableau qui sera à remplir en fait dans Horizon Europe. Elle l'a mentionné tout à l'heure, Adrienne, on est passé de 70 pages à peu près de dossier de candidature sur Horizon 2020 à 45 pages dans Horizon Europe. Donc, il y a une partie administrative qui est plus élaborée, mais du coup, il y a un peu plus de tableaux. Enfin, ça, c'est pour que, en un clin d'œil, si je puis dire, la commission, elle puisse voir, voilà, quels sont les résultats de vos projets, quel va être leur impact et en quoi ça va contribuer aux objectifs qu'elle s'est fixés, elle, en termes de politique. Et pour finir, donc vous l'avez compris, cette notion d'impact, elle est très importante pour Horizon Europe. À terme, ça, c'est finalement les grands objectifs que le programme veut se voir, auxquels le programme souhaite aboutir. Donc, il va y avoir forcément tout ce qui est impact scientifique, l'impact sociétal et aussi l'impact économique. Donc ça recoupe finalement avec les objectifs de la Commission européenne plus largement pour ce programme Horizon Europe. On est fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si, une première question. Alors,
Pardon. Alors, les appels à projets sont-ils publiés uniquement en anglais ou bien sont-ils traduits dans les 27 langues pour les entreprises? Eh bien non, ils sont tous publiés en anglais, effectivement. Donc, il n'y a pas de traduction. Je les ai vus qu'en anglais. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on est là pour y répondre. On a encore un petit peu de temps. Oui. Donc, comme on le disait en tout début de webinaire, les slides seront envoyés à l'issue de la réunion à l'ensemble des inscrits et le replay et la présentation seront mis ensuite en ligne sur l'Europe s'engage en Normandie. Voilà, c'était une présentation un petit peu chargée, surtout pour les nouveaux entrants dans ce genre de programme. C'est vrai que c'est un peu chargé. Voilà, on a mis aussi beaucoup de détails sur les slides. Vous aurez le temps de les relire un peu plus attentivement. On a essayé de suivre une logique pour que ça soit un peu plus facile à comprendre et ça prend quand même. C'est un très gros programme, quand même 95 milliards, donc ça prend quand même du temps d'assimiler le fonctionnement. Mais il vaut mieux passer ce temps-là à assimiler le fonctionnement du programme que de se lancer directement dans un projet, parce que là, c'est quasiment sûr que on va à la catastrophe. Il y a de la compétition, il y a des gens qui sont prêts sur Horizon Europe, il y a des gens qui sont prêts depuis 2 ans. On voit des très gros participants qui sont prêts. Hein. Comme on disait, il faut s'appuyer déjà sur l'état de l'art. Donc tous ceux qui ont déjà participé aux anciens projets européens, ce qu'on expliquait sur le dernier webinaire, tous ceux qui ont déjà participé aux projets financés dans Horizon 2020 ont déjà une certaine connaissance de l'état de l'art. Donc du coup, ils ont aussi un peu d'avance sur le sujet s'ils ont continué à travailler sur cette thématique. Toute cette partie de compréhension de l'appel, ils vont l'avoir. Alors que c'est sûr que quand on débarque totalement, c'est plus compliqué. Hein. Alors, est-ce que la délégation CNRS a une cellule d'aide à la réponse au projet? En fait, le CNRS et tous les établissements, normalement, ont une cellule Europe d'accompagnement à la rédaction des projets européens. Donc oui, et les universités, écoles d'ingé en ont aussi. Est-ce qu'il y aura une consultation publique pour les programmes de travail 2023-2024 ou est-ce que la prochaine consultation sera pour le plan stratégique 2025-2027 Sur la consultation publique, donc là c'était le programme de travail 2021-2024, c'est le plan stratégique, c'est vraiment une nouveauté. Normalement, il est fixé pour 4 ans. Là, on parle des programmes de travail 2021-2022 qui sont quasiment finis. Mais ce qui veut dire qu'il y a déjà des gens qui ont les premiers éléments du programme 2023-2024. Les enveloppes étant grandes mais restreintes quand même, on a déjà des sujets qui ont été repoussés à 2023-2024. Donc, et c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de tiens, aujourd'hui on va commencer à démarrer la consultation. La consultation, elle a déjà démarré. Il faut reprendre le webinaire qu'on a fait la dernière fois. Hein. Il faut vraiment rentrer dans. Il y a des réseaux, c'est tout ce que j'ai un peu présenté au début, tous les différents acteurs. Il faut être dans ces réseaux pour participer aux consultations et avoir son mot à dire, parce que c'est vrai que acteur individuel, on n'a pas de poids. Après des consultations, alors on lancera certainement. Oui, avant la deuxième vague du plan stratégique. Donc, du coup, là, il court jusqu'en 2021-2024. Donc, oui, un peu avant, elle va relancer encore des consultations. Elle fait aussi souvent, la Commission européenne, des bilans un peu mi-parcours de son programme où elle fait des réajustements, où elle réoriente aussi parfois un peu. Donc, oui, il y en aura d'autres. Généralement, on vous les diffuse. Donc, on n'hésitera pas à vous les diffuser si ça vous intéresse. Oui, puis on aura aussi les nouvelles priorités européennes, parce que les 6 que j'ai présentées aujourd'hui pour la Commission en cours avec Ursula von der Leyen, elles sont jusqu'en 2024, donc on a un contexte politique qui va changer aussi. Donc voilà, on sait qu'il y aura forcément des consultations. Voilà, on va essayer de suivre cette nouvelle organisation, mais les États membres ne s'arrêtent jamais et les associations européennes ne s'arrêtent jamais. Enfin, c'est une discussion continue et il faut arriver à rentrer dedans le plus tôt possible, parce que ça prend du temps de voir ces idées financées.
On en parlait lors du dernier webinaire, on avait un témoignage là-dessus, un laboratoire qui est rentré dans les réseaux. Ça leur a pris plusieurs années avant d'avoir des retombées. Donc c'est faisable, mais c'est pas 3 mois avant qu'il faut s'y prendre, quoi. A-t-on déjà des dates de publication des premiers appels? C'est ce dont on vous a parlé tout à l'heure, Guillaume. Normalement, on les attendait pour fin avril, puis mi-mai. Bon, là, on s'oriente plus vers fin mai, début juin. C'est parce que tout le paquet législatif n'est pas encore signé. Mais ça devrait être incessamment sous peu. Mais si déjà vous avez des thématiques ou autres qui vous intéressent, n'hésitez pas surtout à nous demander ou à demander au sein de l'Europe de vos établissements les drafts des programmes de travail parce que ça vous permet de travailler dessus. Et notamment, vous avez déjà un visu sur les appels qui seront lancés en 2022. Donc, parce que 2021, c'est vrai que ça va être très court, sauf s'il y a des appels en fin d'année, mais pour répondre aux appels là qui seront lancés où les deadlines seront assez courtes, c'est vrai que si vous n'avez pas étudié les drafts en amont, ça peut être un peu plus compliqué, mais à minima, vous avez déjà les appels de l'année prochaine. N'hésitez pas à nous les demander s'il y en a qui vous intéressent. Oui, c'est ça. Pour les appels de cette année, si vous envisagez aujourd'hui de vous lancer dans une coordination, c'est trop tard. Par contre, vous pouvez toujours vous joindre en tant que partenaire d'un projet, en faisant ce qu'on a expliqué la dernière fois, retrouver les acteurs qui ont déjà participé sur les projets déjà financés, qui du coup risquent d'y retourner, les contacter, leur faire une offre de compétences et leur donner des idées, voir comment ça se passe. Là, il y a des possibilités encore sur les appels qui vont sortir en 2021. La coordination, c'est trop tard. Mais du coup, vous pouvez déjà, si vous voulez une coordination, faut réfléchir pour 2022, 2023. Oui. En tant que partenaire, oui, je rebondis sur ce que dit Guillaume, parce que sur le portail, quand seront lancés les appels par topic, vous avez en fait des appels à manifestation d'intérêt de partenaires qui recherchent des consortiums à intégrer, ou vous avez parfois aussi des coordinateurs qui recherchent des partenaires avec des expertises bien précises. Et voilà. Où se trouve la mission ville neutre carbone et intelligente dans cette architecture, plan stratégique, programme de travail? En fait, tout ce qui est en lien avec l'émission, ça sera les topics qui seront lancés dans le second pilier. Et chacune des missions a déjà rédigé des rapports. On peut les retrouver sur le site Europa de la commission. Et donc ça, c'est en cours encore de construction, hein. Ça fait quelques années qu'on entend parler des missions. Ça prend du retard. Ça risque effectivement d'avoir plus un impact en 2022, 2023. Pour l'instant, ça n'aura pas d'impact sur les appels qui vont sortir cette année. L'exemple qu'on a donné, c'est un projet qui a été effectivement financé sous la précédente programmation, et je vous ai mis le lien, c'est AR4. Oui, le lien était sur la slide et le lien, vous cliquez ici et vous avez le détail du projet quand vous aurez les slides. Et c'est le lien vers la plateforme Cordis dont on vous parlait tout à l'heure, qui fait le lien avec tous les projets déjà financés. Vous avez les livrables de ce projet, etc. Et donc les appels à projets aujourd'hui, les drafts sont accessibles. Les drafts des programmes de travail sont sur le site horizoneurope.gouv.fr, pardon. Donc ils auraient été mis en ligne par le ministère. Donc la Commission européenne d'habitude refuse qu'on mette les drafts en ligne, mais là, étant donné que les textes sont quasiment tous définitifs, mais qu'ils ne sont pas publiés pour des problèmes liés au paquet législatif, donc c'est beaucoup plus ce qui est au-dessus encore, et que les dates limites de dépôt vont venir très très vite. Donc les drafts ont été publiés et donc ils sont sur le site horizoneurope.gouv.fr. Et donc, pour finir, on organisera un dernier webinaire le 27 mai prochain sur comment construire et bien rédiger son projet européen, où là, on rentrera vraiment dans le dossier de candidature en tant que tel. Donc, pareil, on vous enverra prochainement les dates pour vous inscrire. Et ensuite, aussi, on commence à relayer, il y a des infodés plus thématiques qui sont en train d'être lancées, que ce soit par la commission ou même parfois en local, comme la région Normandie, là, qui ont organisé un le 17 mai sur le climat, je crois. Donc voilà, on commence aussi à vous relayer toutes ces informations-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous les adresser. Voilà.
Donc les clusters, effectivement, surtout les clusters 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a toute une série de webinaires qui est prévue par la Commission européenne, mais qui ne pourra effectivement avoir lieu qu'une fois que les textes seront officiels. Donc, ils étaient prévus pour mai et on n'a toujours pas les dates, donc ils sont eux aussi décalés. Au niveau national aussi, il était prévu des événements sur ces clusters. Donc voilà, faut essayer de suivre les informations. Il y a effectivement plein d'événements qui commencent à s'organiser aussi sur de la mise en relation des. Alors avant, ça se faisait souvent. Souvent, c'était des conférences qui avaient lieu, qui rassemblaient un monde incroyable. Et autour de certaines thématiques, et c'était pour faire essentiellement de la mise en réseau. Maintenant, ça se fait de manière dématérialisée. Voilà aussi qu'on a il y a des événements sur moi j'ai des liens là sur les clusters 5 et 6. J'ai envoyé 5 et 6, c'est voilà. Ça, oui. Et je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent, donc n'hésitez pas à chercher un peu l'information, vous renseigner aussi auprès des structures support sur les pôles de compétitivité et autres. Voilà, vous n'êtes pas tout seul dans l'aventure et il y a des gens pour vous aider. Merci Vincent qui a remis le lien d'inscription pour le webinaire organisé par la région sur le climat. C'est ça. Là, ça sera un webinaire spécifique organisé par la région Normandie avec son antenne de Bruxelles et la Commission européenne directement autour de la thématique climat et notamment avec la participation du GIEC normand. Ouais, le représentant du GIEC normand. Bien, merci à tous. On vous envoie la présentation d'aujourd'hui, le lien pour le replay et puis prochainement le lien pour les inscriptions du dernier webinaire du 27 mai. Merci à vous. Bonne journée. Bonne fin de journée.